La ville de Québec a un sens particulier dans la diffusion du message de Bernard de Montréal car c'est le deuxième centre de gravité en ce qui concerne l'évolution des populations dans cette région du Canada. Cependant, Québec est éloigné de Montréal. Bernard de Montréal a choisi ce nom car Montréal est le pivot et représente l'identité avec laquelle il souhaite s'identifier dans la province. Nostradamus est également évoqué, et selon Bernard de Montréal, il a transmis un message sur l'évolution de la science sur notre continent, bien que le nom du personnage ait été voilé. Nostradamus ne voyait pas au-delà du voile, sa fonction était d'expliquer les événements probables jusqu'à la fin du cycle, soit l'an 2000. L'évolution de l'humanité ne se limite pas à son évolution historique, mais inclut aussi son évolution cosmique qui permettra d'établir des contacts avec d'autres intelligences évoluées. Comprendre cette évolution future permettra de prédire les conséquences sur la conscience individuelle, l'évolution de la planète et les relations avec d'autres civilisations. Il faudra aussi objectiver la réalité de l'invisible sur le plan matériel. Une fois que l'homme comprendra la fondation politique de l'univers, il pourra comprendre les mécanismes politiques planétaires et interplanétaires. Cela nécessitera une conscience scientifique de l'invisible et du corps matériel, afin de pouvoir dématérialiser et recomposer le corps à volonté. Tout cela fait partie d'une nouvelle technologie accessible aux civilisations supérieures, mais pour laquelle nous manquons encore de conscience. Dans le monde de la lumière, il existe également des hiérarchies et des intelligences évoluées qui se déplacent dans le temps et ont une créativité immense. Le temps n'est pas psychologique sur ces plans, mais est un taux vibratoire qui permet aux corps éthérés de se déplacer dans l'espace cosmique. Il existe des intelligences avancées qui semblent être des dieux pour les personnes non initiées, mais en réalité ce sont simplement des intelligences très différentes de nous sur le plan corporel et matériel. Elles ont des lieux qui sont nécessaires à leur existence et à leur créativité. Cependant, nous avons du mal à concevoir ces lieux car notre niveau vibratoire n'est pas suffisamment élevé. Ces êtres se trouvent dans les plans de la lumière, qui sont différents des plans de la mort, qui sont essentiellement des plans de mémoire. L'être humain doit participer à ces plans de la lumière car cela fait partie de son évolution et de son élévation de conscience. Le nettoyage de l'âme de toute la mémoire accumulée ne peut pas être fait par l'ego lui-même, mais cela viendra d'une force supérieure. Lorsque cela se produira, il y aura simplement une expansion de la conscience et une capacité à absorber davantage d'informations de l'intelligence universelle. Tant que cette connexion ne se fera pas, l'homme devra se servir de sa mémoire et vivre des expériences de l'âme. Il est impossible d'avoir une conscience intégrale si l'on a trop de mémoire, il est donc nécessaire d'en perdre progressivement pour évoluer vers un état d'esprit plus élevé. Dans cette discussion, il est expliqué que la mémoire dont il est question est la mémoire psychologique, qui est manipulée par le plan astral. L'idée est que cette mémoire, qui représente la construction de l'ego, sera finalement frappée afin que l'ego puisse fusionner avec un autre niveau d'intelligence créative et non expérientielle. Il est précisé qu'il ne s'agit pas de la mémoire biologique ou éthérique, mais bien de la mémoire subjective manipulée par le plan astral. L'élimination de l'imposition du temps, qui limite la conscience, sera progressivement réalisée à mesure que la mémoire subjective se transcende en mémoire créative. Cette transcendance permettra à l'homme de vivre une autre conscience du temps et de passer à une échelle d'évolution. On parle de la fin du temps psychologique pour l'individu, ce qui affectera également la civilisation. Le plan astral ne sera plus nécessaire, car il est décrit comme un plan d'énergie de basse vibration, habité par des entités, quelles qu'elles soient. Il est souligné que les lois de l'astral sont involutives et ultimement contre l'homme. L'homme devra comprendre le jeu de l'astral pour développer une psychologie supramentale qui dépasse le mental humain involutif et qui entre dans une conscience créative libérée du connu. Le schéma de la fleur de lys est utilisé comme métaphore pour illustrer le processus décrit. Les trois branches supérieures représentent les plans de la lumière, tandis que la branche du milieu symbolise l'âme, l'ego, le périsprit et le niveau des temps. Les trois branches inférieures représentent les plans physiques, astral et éthérique. L'idée est que l'homme doit conquérir la manipulation du plan astral pour devenir maître de sa destinée. Le plan astral est le moins expliqué à l'humanité, mais c'est aussi le plan le plus utilisé par les hommes pour dominer sur les autres. L'occultisme et l'ésotérisme ont utilisé ce plan pendant des millénaires, notamment dans les initiations astrales. Ce plan reste voilé à l'homme et il devra finalement le dépasser pour avoir un contrôle de la matière. Cependant, cette domination ne peut se faire que si l'homme comprend les lois et les forces qui régissent le plan astral, telles que les forces lucifériennes et arimaniennes.
Ces forces extraordinaires dominent le plan astral et les entités qui s'y trouvent. Les hommes ont du mal à se libérer de l'aspect moraliste et religieux lié à ces forces, mais ils devront les comprendre objectivement pour pouvoir évoluer. Le plan astral n'a pas pour vocation de révéler ses secrets, c'est à l'homme de les découvrir et de les révéler à l'astral. Les esprits ou les entités du plan astral ne sont pas intelligents, ils sont contre leur propre destinée. Certains êtres humains, comme le Christ, ne sont pas morts sur terre. Ils représentent un modèle pour les autres hommes. Cependant, le véritable cheminement de l'homme ne doit pas se limiter à l'admiration des saints, mais doit aller au-delà de la perception de leur sainteté. Le plus grand danger pour l'humanité est de croire aveuglément, car cela limite l'évolution de la conscience. Le plan astral est capable de manipuler les hommes en créant des illusions pour les impressionner. L'homme est impressionné par tout ce qui se produit dans le monde invisible parce qu'il a été coupé de sa source et ne comprend pas les lois qui le régissent. Cela le rend fasciné dès qu'il y a une interposition entre l'invisible et le plan matériel. Cependant, il y a des personnes sur Terre qui sont déjà dans un état de conscience vibratoire qui leur permettra de dépasser le plan astral. Pour cela, il est nécessaire d'établir un contact avec les plans supérieurs, que ce soit au niveau du plexus solaire ou du centre mental. L'âme descend dans le corps matériel pour accumuler de l'expérience, puis retourne sur le plan astral avant de revenir dans un autre corps matériel. Pendant ce processus, l'âme est surveillée par son double qui crée un plan mental et émotionnel. Le double travaille à la fusion entre l'âme, l'ego et lui-même. Ce processus de réincarnation vise à perfectionner les royaumes et à développer l'individuation. Ceux qui ne parviendront pas à fusionner sur le plan matériel devront évoluer sur d'autres planètes après la fin de l'évolution de la 6e race racine. Après cette évolution, les humains n'auront plus besoin de corps matériels et utiliseront un véhicule éthérique. Ensuite, ils commenceront une nouvelle évolution jupitérienne. Pour se libérer finalement de leur corps matériel, les âmes doivent être transmutées. Celles qui ne peuvent pas se transmuter sur Terre devront poursuivre leur évolution sur d'autres planètes en raison d'une faille fondamentale. Cette faille n'est pas le péché mortel tel que défini par l'Église catholique, mais plutôt un concept spirituel propre à cette religion. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que le concept de péché est une construction psychologique utilisée par les religions pour maintenir un équilibre spirituel parmi les masses. Sur le plan cosmique, il n'y a que l'ignorance. Il affirme que l'évolution de la conscience permettra à l'homme de communiquer télépathiquement avec d'autres plans et d'ajuster son ego et son mental. Cela entraînera une augmentation du taux vibratoire et une entrée dans une nouvelle conscience, libérant l'homme des lois astrales et le faisant passer progressivement dans la dimension éthérique. Concernant le double, Bernard de Montréal explique l'avoir utilisé pour faire comprendre à l'homme que sa source cosmique et sa nature matérielle font partie d'un tout. Lorsque l'homme passe à la conscience éthérique, il peut rencontrer son double, établir une communication télépathique avec lui et s'unir à son principe universel. Le double est toujours situé plus loin dans le temps, connaissant l'évolution de l'individu sur plusieurs milliers d'années. Bernard de Montréal mentionne également que l'univers est bien plus vaste que la tridimensionnalité spatiale et qu'il existe de nombreux autres mondes, planètes et galaxies invisibles pour l'homme. Ces mondes représentent la contrepartie immatérielle de l'âme et de l'évolution, et lorsque la fusion avec le double sera établie, l'homme sera immortel. Il admet avoir atteint un certain degré de fusion avec son double et affirme que cela continue de progresser. Dans cette discussion, il est affirmé que l'homme est retardé parce qu'il pense qu'il pense. Il est souligné que la pensée humaine vient d'un autre plan, d'une connexion cosmique ou d'un lien avec le double. Cela peut effrayer l'homme car il remet en question son identité. La voix de la conscience est mentionnée, mais il est précisé qu'il faut la dompter et se méfier de ses influences astrales. L'auteur mentionne que l'homme a été manipulé psychologiquement depuis des millénaires à cause de ses émotions, sa mémoire et son mental réflexif. Le livre La Genèse du réel est évoqué et comparé à la cosmogonie d'Urantia, mais l'auteur ne peut pas en parler publiquement. Il est suggéré que l'homme arrivera à un stade où il n'aura plus besoin de lire, mais saura par lui-même et écrira des livres. Ces nouvelles connaissances seront importantes pour l'évolution de l'homme. Dans cette conversation, il est question de communication psychique et d'interaction avec l'astral. Bernard de Montréal souligne que ces communications ne sont pas pensées et deviennent de moins en moins compréhensibles. Au sujet de la communication avec le double, il précise que cela relève de la lucidité et de la capacité à supporter le réel. L'homme nouveau, selon lui,
sera capable d'accepter ce qu'il dit ou écrit sans en être attaché, car mettre de la valeur dans ses paroles ou écrits créerait un piège astral. Les mots ont une force et une puissance qui peuvent pénétrer l'être et connecter les hommes, mais pour cela, ils doivent être libérés de toute coloration subjective et de toute valeur psychologique. Bernard de Montréal affirme également qu'il n'y a rien à comprendre intellectuellement, mais que tout est à comprendre dans une conscience intégrale. Il conclut en évoquant une reconnaissance grandissante chez certaines personnes à la fin du siècle, en référence à l'enseignement du Christ. L'humanité est en pleine évolution rapide. Pendant longtemps, les êtres humains ont vécu dans la solitude et ont souffert car ils ne réalisaient pas qu'ils avaient la capacité de connaître et de se connecter directement à une conscience plus profonde, sans avoir besoin de connaissances extérieures. Cela a conduit à la création de conventions de connaissances dans différentes régions du monde, qui sont devenues des placebos essentiels pour l'évolution des civilisations et de l'ego. Cependant, ces connaissances ne sont plus suffisantes pour l'homme moderne, car chacun ressent en lui une relation sans fin avec sa propre réalité. Cependant, comprendre cette relation avec le réel n'est pas facile car le réel ne fait pas partie de la condition humaine ou de l'existence psychologique de l'ego. L'homme nouveau sera celui qui pourra non seulement comprendre l'origine de sa conscience, mais aussi sa capacité créative. Cela donnera à l'homme une identité intégrale, sans division ni fragmentation psychologique, et marquera le début de sa prise de conscience sur Terre. Nous avons la chance de vivre à la fin d'un siècle où l'humanité peut commencer à comprendre sa destinée, non seulement en tant qu'être mortel, mais aussi en tant qu'être qui peut maintenir une continuité de conscience après la mort. L'homme doit réaliser que les mots, les idées et les formes de son mental sont des obstacles à son évolution et cela entraînera une certaine souffrance car l'ego est endormi. Les pensées manipulées sur le plan psychique empêchent l'homme de bénéficier de ses pensées, d'avoir une conscience créative et d'être complet. Les pensées spirituelles, en particulier, sont difficiles à intégrer car elles libèrent beaucoup d'énergie émotionnelle. Passer d'une conscience matérielle à une conscience spirituelle demande une grande transformation du moi et la capacité de vivre sa conscience à une échelle intelligente plutôt qu'émotionnelle. Cela exigera des êtres humains une grande capacité à supporter le fardeau de la connaissance intégrale dans leur mental. Il ne suffira pas de demander l'opinion des autres, chacun devra trouver sa propre vérité et sa propre relation avec le réel. L'homme ne peut pas demander au monde extérieur de lui donner l'autorité de son intelligence. Nous devons apprendre à vivre de notre conscience et à nous individualiser. Pour cela, il faut être capable de supporter ce que nous savons sans jugement émotionnel. Le nouvel homme apprendra à comprendre les lois subtiles de la mentalité pour ensuite s'intéresser aux phénomènes extraterrestres et aux plans parallèles. Cependant, il est inutile de chercher à comprendre ces phénomènes si nous ne sommes pas capables de comprendre notre propre vie. Nous devons nous occuper de nos familles, de notre travail et graduellement avancer dans notre compréhension de l'invisible. Il ne faut pas devenir obsédé par ces sujets, au risque de perdre intérêt pour notre propre vie ou de devenir fou. Il n'y a rien d'occulte dans l'universel, il y a une science à explorer. L'auteur déclare que l'homme possède une intelligence et une lucidité qui lui permettent de comprendre tout, et donc les mystères n'existent pas. Cependant, il reconnaît qu'il existe des lois cosmiques qui protègent l'homme en limitant certaines connaissances. Il affirme que l'équilibre intérieur de l'homme est primordial, et qu'une fois cet équilibre atteint, il peut communiquer avec des plans évolués de manière lucide. Il met en garde contre les excès de l'ambition spirituelle qui peuvent entraîner une perte d'intérêt pour le travail et les responsabilités sociales. L'auteur souligne également que les connaissances peuvent comporter des dangers et que les hommes doivent en être conscients. Enfin, il encourage le public à prendre du recul vis-à-vis des informations sur les phénomènes ovnis, en rappelant que les médias peuvent influencer les masses et qu'il est important de garder un certain discernement. L'orateur souligne que l'intérêt pour les phénomènes paranormaux peut parfois être dangereux. Il cite l'exemple de personnes qui abandonnent leurs responsabilités financières et familiales pour se consacrer à la recherche d'extraterrestres. Il estime que les gens qui s'intéressent à des sujets inhabituels ont une grande responsabilité envers les autres et doivent agir de manière socialement responsable. Il explique que la compréhension et la saisie des nuances des choses sont essentielles lorsque l'on explore les mondes parallèles. Et la réalité. Il encourage à dépasser l'ésotérisme et l'occultisme pour simplement être, et à s'efforcer de comprendre les mystères de la vie à tous les niveaux, y compris l'organisation psychique, organique et universelle. Il avertit que la fascination avec l'invisible peut être un abrutissement de l'intelligence et que l'homme doit apprendre à ne pas être fasciné. Dans cette discussion,
les participants soulignent l'importance de préserver l'identité nationale et linguistique du Québec tout en respectant les droits des minorités. Ils reconnaissent le besoin de maintenir une homogénéité linguistique au sein de la population québécoise, mais ils soulignent également que cela ne doit pas se faire au détriment des autres groupes ethniques présents dans la province. En reconnaissant l'évolution démographique de la province, ils suggèrent d'établir des lois intelligentes qui encouragent les étrangers à apprendre le français tout en préservant la diversité culturelle du Québec. Ils insistent sur le besoin de dialogue entre les différentes communautés afin de trouver des solutions équilibrées pour l'avenir du Québec. Ils soulignent que la préservation de l'identité québécoise est une valeur précieuse, mais que cela ne devrait pas se faire au détriment des droits de l'homme et de la diversité culturelle. Dans cette interview, Bernard de Montréal exprime sa vision de la politique. Selon lui, la politique permet d'amener de l'intelligence et de la créativité dans une société. Il déplore que la démocratie actuelle soit déchirée, manquant d'équité et de représentativité. Il pense que la royauté a disparu car les hommes ont progressivement évolué vers une plus grande intelligence et individualisation. Bernard de Montréal souligne que la démocratie a permis au peuple d'exprimer plus facilement leurs opinions, mais reconnaît les limites du système parlementaire. Il mentionne l'importance des lois et de la connaissance législative pour protéger les citoyens, tout en soulignant qu'il existe des pays qui se prétendent démocratiques mais qui pratiquent en réalité l'autocratie. Il est convaincu qu'il y aura une forme nouvelle de gouvernement à l'avenir, car les hommes ne peuvent pas continuer indéfiniment à lutter pour la prise de conscience sociale nécessaire à leur épanouissement. Selon lui, il faut une nouvelle évolution de la politique, avec de nouvelles idées créatives et une conscience créative qui puisse donner un aperçu de ce que la politique devrait être et de ce que les gouvernements doivent représenter en matière de gestion des affaires du peuple. Il estime qu'il est nécessaire de créer de nouvelles formes politiques plutôt que de simplement reposer sur des idées politiques existantes. En effet, de nouvelles idées sont nombreuses, mais il faut également de nouvelles formes pour revitaliser la démocratie et lui permettre de véritablement représenter le peuple. En conclusion, Bernard de Montréal appelle à une réinvention de la politique. Sur la créativité et la recherche de nouvelles formes politiques, afin de permettre une véritable évolution démocratique. Dans ce discours, l'auteur soulève le besoin de manifester une intelligence créative en dehors des idées préconçues et de la mémoire collective. Il estime que chaque peuple peut rationaliser sa politique et appelle à une conscience supérieure pour comprendre le fonctionnement de la politique mondiale. Il critique le fait que les gens se fient aux médias pour se former une opinion politique et encourage à aller directement auprès des décideurs politiques. L'auteur met en garde contre les idéologies, les considérant comme des formes de pensée manipulant l'individu et la société, et appelle à la création de nouvelles formes de pensée pour une évolution véritable. Il dénonce également l'éloignement de l'homme par rapport à la réalité mentale et l'influence de l'irréalité psychologique de l'ego. En conclusion, l'auteur critique les façons d'agir qui servent à la collectivité au détriment des individus et insiste sur l'importance de ne pas prendre les hommes pour des idiots. L'auteur exprime son mécontentement face à la manière dont les masses et les individus sont traités par les gouvernements et la société en général. Il critique les idéologies dominantes et appelle à une nouvelle façon de penser qui sera alimentée par une prise de conscience individuelle. L'auteur mentionne également l'incohérence des politiques gouvernementales, notamment en ce qui concerne la drogue, et l'absence de volonté politique pour résoudre les problèmes de l'humanité. Il met également en garde contre les dangers du libéralisme mal dirigé qui peut détruire les sociétés. L'auteur souligne l'importance de soutenir les dirigeants politiques et de ne pas les critiquer de manière destructive. L'effondrement de certaines sociétés pourrait également ouvrir la voie à l'émergence de dictateurs. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde plusieurs thèmes liés à l'évolution de l'humanité et à la nécessité de chocs pour provoquer des transformations. Il affirme que les chocs sont essentiels à l'évolution de la société et à la réorganisation de sa dynamique planétaire. Il soutient également que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement, même si cela implique de faire face à des individus non intelligents. Il met en avant l'idée que l'humanité ne pourra pas passer à un nouveau cycle sans de profondes perturbations. De plus, il évoque certains phénomènes tels que l'économie, les marchés financiers, le développement de la structure monolithique en Asie, et souligne que les peuples asiatiques ne sont pas animés par un amour inconditionnel envers les autres nations. Il mentionne également l'importance de la compréhension de soi et de l'identification avec son propre principe créatif pour réussir à traverser ces phases de transition sans défaillance psychologique. Il conclut en soulignant le manque de compréhension objective et créative du phénomène
de la voie malgré les avancées dans la manipulation biologique du cerveau et de la matière. Les chirurgiens sont des professionnels de la santé qui pratiquent des opérations chirurgicales pour traiter des maladies, des blessures ou des troubles du corps humain. Leur travail consiste à inciser la peau et les tissus pour accéder aux organes ou aux régions du corps à traiter. Ils utilisent des instruments médicaux spécifiques et suivent des procédures précises pour effectuer leurs interventions. Chirurgicales. Les chirurgiens sont hautement qualifiés et doivent détenir une formation médicale avancée, ainsi qu'une expérience pratique significative avant de pouvoir pratiquer la chirurgie de manière indépendante. Ils travaillent souvent dans des hôpitaux, des cliniques ou des centres médicaux spécialisés, et collaborent étroitement avec d'autres membres de l'équipe médicale pour offrir des soins complets aux patients.